Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets, en gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, je reçois Reine qui va se présenter, d'accord? Euh, c'est vraiment un privilège pour nous de l'accueillir sur cette plateforme parce qu'on sait qu'on va quitter d'ici avec plein d'informations utiles pour la transformation de d'autres mamans, pour la transformation de notre entourage et pourquoi pas même pour notre propre vie, right? Donc, aide-moi à partager encore ce live, s'il te plaît. Yes, Durel dit I'm ready. Thank you, Durel. Donc, Reine, je vais te laisser l'occasion de te présenter pour qu'on puisse faire connaissance avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Euh, D'accord. Bonsoir, Tata Amélie. Bonsoir à toutes les personnes connectées avec nous ce soir. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment honorée. C'est un privilège pour moi d'être sur la plateforme HB ce soir. Un spécial big up à ma mère et ma grande sœur qui sont connectées du côté du Sénégal. Je sais qu'ils me suivent. Bonsoir à vous. Et oui, je me présente. Je m'appelle Reine Nouché. J'ai 36 ans, maman d'un petit garçon de 6 ans. Et je travaille dans une clinique de reproduction assistée, encore appelée clinique PMA pour la procréation médicalement assistée. Et donc, je travaille précisément dans le département qui accompagne les patientes internationales. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je peux dire aussi que je suis auteure d'un livre. yes, je crois qu'on aura le temps un tout petit peu d'en discuter, right? Alors, Reine, comment est venue cette idée, ce projet de lancer Afrique Fertile? Bon, tu peux en parler. D'où est-ce que c'est venu de se dire, bah, en fait, il y a plein de femmes dans le monde qui ont ce cri, ce désir d'enfanter. Et je veux vraiment me positionner comme une solution, right? Je veux vraiment être la solution pour dire à ces femmes, c'est possible de croire à ce rêve, c'est possible de ne pas abandonner, c'est possible de se faire accompagner dans ce trajet-là, dans ce parcours-là. Alors, le projet Afrique Fertifemme est né récemment, mais cela vient de mon expérience personnelle. Quand j'ai traversé les troubles de la fertilité et que réussi à surmonter ce problème, que je suis devenue maman, ça a commencé à être un cri de cœur pour moi. Et aussi le fait de côtoyer tous les jours des femmes qui combattent, qui luttent tous les jours contre la stérilité a fait que le désir de pouvoir aider ces femmes, de pouvoir les conseiller, de pouvoir être une épaule sur lesquelles elles peuvent pleurer, de pouvoir leur dire que c'est possible, que si ça marchait pour moi et pour beaucoup d'autres femmes, ça peut aussi marcher pour elles. Et donc, ça a commencé à venir comme ça. Mais cette idée s'est amplifiée à travers de la formation IAR qu'on aura l'occasion de parler tout à l'heure, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et donc, j'avais en moi ce désir de pouvoir accompagner ces femmes. Et surtout, c'est surtout né de mon expérience personnelle. Ok, donc toi-même, tu es passé par là et tu t'es dit qu'à un moment donné, en fait, si toi, tu le vis et tu le vois chaque jour, c'est que forcément, il y a des milliers de femmes dans le monde qui doivent vivre ce challenge, right? Effectivement, malheureusement, les troubles de la fertilité de nos jours sont devenus de plus en plus fréquents dans notre société. Il y a énormément de femmes, et non seulement de femmes âgées, mais de femmes très jeunes qui ont des problèmes de stérilité de nos jours, qui luttent tous les jours pour pouvoir être mères. Et on ne parle pas seulement d'une partie du monde, mais c'est un problème que l'on contemple à niveau international. Partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les régions, il y a des femmes qui pleurent, qui soupirent pour arriver à la maternité de nos jours. Ok, super. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qui, au final, est-ce que déjà c'est un phénomène qui s'accroît d'année en année? Et quelles sont les causes, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut voir peut-être ce phénomène se généraliser? Est-ce que c'est le fait qu'on en parle de plus en plus ou bien est-ce que c'est lié à certains facteurs comme Luc Mila nous dit la semaine dernière, peut-être l'alimentation, peut-être le style de vie, peut-être, en fait, pour qu'on puisse comprendre, même avant d'entrer déjà dans le vif du sujet, OK, où sont les garde-fous ou bien qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on s'en plaint dans cette situation-là? Alors, la principale cause de stérilité de nos jours, c'est l'âge de la femme à cause de la maternité retardée. La vie a fait que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de pouvoir être mère à l'âge souhaité.
on va dire, quand on parle de l'âge souhaité, on va dire c'est dans notre meilleur âge fertile, on va dire entre 20 ans et 35 ans. C'est très difficile de nos jours de pouvoir être mère. Pourquoi? Parce que, bon, on travaille, les projets professionnels, il y a la difficulté de pouvoir, d'avoir le temps de pouvoir se poser et pouvoir avoir une maternité correctement. À part l'âge retardé de la femme, il y a des problèmes, les maladies. Les maladies qui de plus en plus se prononcent, des maladies qu'on découvre comme l'endométriose, l'adénomiose, des infections mal soignées qui font que cela, qui apporte des problèmes au niveau des trompes, qui apporte des problèmes au niveau de l'utérus, l'alimentation. L'alimentation aussi est une source vraiment qui complique de plus en plus les choses. Pourquoi? Parce qu'on consomme des aliments déjà pré-cuits, congelés, dans lesquels on met des hormones, l'utilisation des pilules, tout ça complique de nos jours la fertilité de la femme. Oh, bon, je crois Et qu'on donc, aura le temps. peut-être que pour que les femmes comprennent qu'est-ce qu'on veut dire à part l'âge, la maternité, l'âge de la femme, pourquoi est-ce que cela affecte, pour poser un peu le cadre, je devrais peut-être expliquer que la femme a une réserve ovarienne. On est avec une réserve ovarienne déjà déterminée. Les femmes produisent leurs ovules, on produit nos ovules quand on est encore dans le ventre de notre mère. Et dès qu'on en est, on est avec une quantité spécifique d'ovules et c'est ce qu'on utilise dans notre âge, durant notre âge fertile. On est à peu près avec 300 000 ovules et qu'on perd tous les jours depuis le moment de la naissance. C'est ce qui fait que quand on arrive à un certain âge, déjà, on n'a plus, par exemple, on va dire à partir de 35 ans, la fertilité de la femme scientifiquement commence à baisser parce qu'elle a utilisé tous ses ovules dans son plus jeune âge et vers la fin de son âge fertile, il n'y a plus suffisamment d'ovules et ceux qui restent n'ont plus de bonne qualité. Et donc, cela complique la fertilité. C'est pour ça qu'on parle de l'âge de la femme. Ok, super. Bon, tu nous mets la pression, Reine. Alors, maintenant, je veux savoir quels sont les différents types de stérilité, d'accord, auxquels une femme peut faire face, right? Parce que très souvent, on se dit que c'est celles qui n'ont jamais enfanté, mais parfois, il y a des gens après une première grossesse qui n'arrivent plus du tout à avoir des enfants. Je pense que c'est peut-être pas le même type de stérilité, right? Je pense que, je sais pas, mais bon, ce sera l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus quels sont les différents types de fertilité qu'en tant que femme, on peut rencontrer au final, en fait. Parce que là, je me dis, bon, OK, il y en a qui n'arrivent pas du tout parce qu'elles sont en âge tardif, mais il y en a qui commencent très tôt. Par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille, à 25 ans, elle avait déjà son premier fils, mais ça a dû mettre peut-être 9 ans plus tard pour qu'elle ait le deuxième enfant. Ça, est-ce que c'est une autre forme de stérilité? Comment est-ce que ce phénomène-là, on l'explique en fait? Ou alors, quelles sont les différentes formes de stérilité au final que la femme peut côtoyer dans sa vie en tant que maman, en tant que femme peut-être nouvellement mariée, en tant que célibataire ou autre? Alors oui, scientifiquement, on parle de stérilité primaire et là, il s'agit des femmes qui n'ont jamais enfanté, qui n'ont Mhm, jamais peut-être réussi à concevoir et si elles ont réussi à concevoir, ont eu des fausses couches, voilà, qui n'ont jamais en tout cas réussi à être mères. Là, on parle de stérilité primaire. On parle de stérilité secondaire chez les femmes qui ont déjà eu à avoir un enfant, mais qui par la suite n'arrivent plus à enfanter ou bien ça prend du temps ou elles rencontrent des difficultés. ok, Et donc, on d'accord. fait c'est là qu'on différencie entre stérilité primaire et secondaire. Ok, d'accord. Mais dans les deux cas, je veux dire, dans les deux cas, c'est toujours un accompagnement qu'il faut, right? Ou bien dans l'un, c'est un peu spécifique par rapport à l'autre? Alors, il y a besoin d'accompagnement dans les deux cas. Déjà, quand une femme, un couple recherche l'enfantement pendant 1 an et qu'il n'y a pas de résultat, Mhm, c'est déjà temps de chercher l'aide d'un spécialiste. C'est pas forcément, cela ne veut pas forcément dire qu'elle devra passer forcément par des traitements de fertilité, mais il y a mhm, besoin de diagnostiquer quel est le problème, s'il y a un problème que l'on peut soigner, à laquelle on peut trouver une solution, parfois des solutions très simples, et mhm. parfois les solutions sont un peu plus compliquées où elle va devoir peut-être passer par des traitements de fécondation in vitro, par des traitements d'insémination artificielle, etc. Mais dans les deux cas, il faut l'aide d'un spécialiste.
Ok, super. Donc, plus tôt elle consultera, en fait, mieux on pourra détecter quel est j'ai envie de dire, la forme de traitement adaptée. Déjà, en tant que femme, c'est conseillé qu'on commence à faire des révisions gynécologiques annuellement. À partir, une femme qui commence Les déjà mamans, là, faut à redire ça. Faut redire pour que tout le monde note ici, parce que faut redire ça très fort pour qu'on renote ici. Dès qu'une femme commence à avoir ses règles, c'est important qu'elle commence à faire des révisions gynécologiques annuelles, qu'elle aille voir un gynécologue, qui lui fasse des échographies, qui lui fasse un frottis pour pouvoir prévoir, par exemple, des cellules cancérigènes. C'est important de commencer à voir un suivi quand il y a des problèmes. Il y a des jeunes filles, par exemple, qui suivent du syndrome d'ovaire polykystique. C'est un syndrome qui apparaît très tôt chez les jeunes filles et qui trouble déjà leur ovulation et qui plus tard peut produire une sorte de stérilité. Et donc, c'est ce genre de problème, quand on ne détecte pas cela très tôt, c'est ce qui fait que plus tard, on se retrouve peut-être à l'âge de 29 ans, 30 ans avec une réserve ovarienne très faible et on ne sait pas d'où ça vient en fait. Mais peut-être que ça a commencé déjà vers l'âge de 17 ans, vers l'âge de 20 ans. Et donc, moi, je veux parler à mes sœurs ici en Afrique. Je sais que du côté de l'Afrique, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est pas, c'est peut-être presque culturel parce que, bon, ce sont des sujets encore un peu délicats, peut-être tabous, mais c'est très important, les sœurs. Dès que vous commencez à avoir des règles, dès que vous commencez à avoir des rapports sexuels, dès que vous vous mariez même, commencer à faire des révisions gynécologiques annuellement. C'est très, 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 très important. Même si l'idée d'être maman n'est pas l'idée immédiate, simplement pour la santé gynécologique. Mais du coup, je veux même revenir plus loin parce que du coup, j'ai des mamans sur cette chaîne qui ont des jeunes filles, d'accord? Ça veut dire des jeunes filles en âge justement d'avoir leur première règle. Et est-ce que tu recommandes aussi à ces mamans-là de faire ces rendez-vous pour ces ados-là? Parce que je crois que ça commence, on va dire, pour les plus précoces, souvent c'est 9 ans. Sinon, la moyenne, c'est entre 12 et 14 ans. Et après, je pense que ça continue. Est-ce que tu préconises à ces mamans-là de le faire ou bien de faire des suivis aussi pour leurs ados? Oui, alors, l'âge de 9 ans, c'est beaucoup trop tôt. On parle ici en général des femmes qui ont commencé à avoir leurs règles, mais qui peut-être ont des infections. Vous savez, à l'âge de 14 ans, 15 ans, déjà, on commence à expérimenter des infections. C'est important d'aller voir un gynécologue qui va vous faire des échographies. Le frottis, ce n'est pas nécessaire tant qu'on n'a pas encore de réactions sexuelles. C'est là qu'on recommande de commencer à faire le frottis, de peut-être à partir de 20 ans, à un âge un peu plus avancé, et aussi de sensibiliser par rapport à l'usage de la pilule. Les sœurs en Afrique, les enfants, les jeunes filles, les ados se cachent pour prendre la pilule parce que voilà, elles ont des rapports en cachette et donc on parle de ce qu'on appelle la pilule du lendemain, on parle de ce qu'on appelle les pilules qu'on utilise pour ne pas tomber enceinte, pour pouvoir bloquer les règles. Ce sont des choses que je sais que les jeunes filles utilisent, mais c'est important d'aller voir un gynécologue qui va leur recommander comment utiliser ces pilules et parce que l'utilisation continue de la pilule aussi affecte à la fertilité plus tard. Bah, il faut déjà que ce soit un sujet que les parents veuillent aborder parce que la plupart des parents n'aiment pas du tout toucher cette thématique. On va y Non. revenir, mais malheureusement, vous voyez, c'est que derrière, je me rends compte, en tout cas en t'écoutant, que un parent qui veut pas aborder ces sujets avec son enfant, bah, il peut le pousser dans la stérilité en réalité sans le vouloir. Tout à fait. Oh. Tout à fait. Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère nous disait vraiment de ne pas utiliser la pilule. J'ai jamais compris pourquoi, mais maintenant que je travaille dans le cadre de la PMA, je sais que ça a de l'importance en fait. Utiliser Mm. des pilules n'importe comment et sur une période continuelle, qu'on en veuille ou non, même si les médecins ne le disent pas ouvertement, affecte à la fertilité de la femme. Parce que la pilule, si on veut, c'est un peu se stériliser pour ne pas tomber enceinte, mais en Mhm, contrôlant son cycle. Et bon, eh ben, le fait d'utiliser en continu, sans mhm. précaution, sans recommandation, sans savoir si cela va avec notre corps, peut affecter forcément à la Est-ce que même quand fécondité de c'est la femme. recommandé, ma question c'est, est-ce que même quand c'est recommandé, right? Je dis même quand ça entre dans le cadre d'une recommandation médicale,
est-ce qu'il y a quand même des risques? Parce que parfois, je me dis, bah, des femmes, par exemple, quand elles se marient, elles commencent directement à prendre la pilule. Est-ce que, au final, ça peut pas être une cause quand demain, plus tard, par exemple, elle veut tomber enceinte? Est-ce que ça peut pas être un élément, d'accord, qui soit un facteur, en fait, qui justifie, par exemple, cette stérilité primaire-là? Alors, de nos jours, la science a énormément avancé. Il y a des pilules qui sont, on va dire, qui sont pas très fortes, qui sont pas fortes comme les pilules qu'on connaît, qu'on vend sans ordonnance médicale en pharmacie, comme les gens des pilules du lendemain. Il y a des pilules qui sont utilisées même dans les cadres PMA, simplement pour programmer même le cycle de la femme. Les femmes qui ont des problèmes hormonaux peuvent prendre des pilules, mais qui vont pas forcément affecter leur fertilité si elles le prennent durant un temps déterminé et pas sur une longue période. Et c'est pour cela que c'est OK. important de connaître l'avis d'un médecin. Il vous dira, selon le problème que vous avez, quelle pilule vous pouvez utiliser. C'est franchement déconseillé d'utiliser la pilule sur un long terme. Oh, OK. Bon, je crois que les moments où vous avez l'opportunité de poser vos questions, right? Faut pas laisser que ce soit moi qui pose des questions pour vous. Posez les questions, les mamans qui ont des ados à la maison, les mamans qui savent peut-être pas comment aborder ces questions. Voilà, je crois que Reine est là, elle aura le temps de nous donner peut-être des astuces, comment parler de ces choses-là à la maison avec un ado, comment dire à un ado que il est en âge peut-être voilà, j'ai pris un rendez-vous, comment expliquer aussi, préparer peut-être l'enfant à traverser ce genre de truc, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas le truc le plus fun. Et quand un enfant, ça se passe mal, bah, en fait, il veut simplement plus repasser par là. Donc, peut-être au fil des réactions des mamans, tu nous donneras peut-être des astuces pour savoir comment faire que ça se passe bien. Quand j'ai un ado, par exemple, qui doit consulter ou autre, comment est-ce qu'on le prépare? Bref, ça dépend si les mamans sont intéressées ou pas. On va entrer dans la thématique, on va toucher notre thématique. On va parler un tout petit peu de ta plateforme Afrique Ferti, d'accord, où tu vas peut-être nous dire déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a motivé à te former pour réaliser ce projet, right? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dises, bah, ça va pas juste rester au stade d'un projet, il faut que ça devienne une plateforme où je puisse vraiment accueillir ces femmes. Quelle était la motivation de te former? Parce que souvent, on a des projets et on se dit, oui, je constate qu'il y a tel problème, tel dysfonctionnement. Ça, c'est le cas, mais de passer à l'action, de se dire, non, il faut vraiment que je le réalise. Il faut vraiment que je me forme pour que ce projet prenne forme. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à traverser ce cap de se dire, bah là, il faut que j'aille à un autre niveau avec ce projet? Alors, le désir de servir les femmes, mais avec excellence. Parce qu'au début, franchement, c'était tout chamboulé dans ma tête. Moi seule, je voulais écrire des livres. Moi seule, je voulais ouvrir une entreprise. Moi seule, je voulais faire des business. Moi seule, c'était tout mélangé dans ma tête. Mais un jour, lors d'un bootcamp que tu avais organisé, que je pense que c'était pour structurer son projet, j'ai compris Yes. là, tu expliquais l'importance de se former quand on est porteur d'un projet. Et ce jour-là, je t'ai posé une question parce que moi, quand le projet que j'avais, oui, c'était de savoir comment vendre mon livre, comment ouvrir une page YouTube et commencer à faire des vidéos en vrac, en fait. Et donc, c'était ça mon idée. Et quand je suis arrivée, que je t'ai écouté, tu as parlé de l'excellence, tu as parlé du service, tu as parlé de que quand on est porteur d'un projet, c'est un projet qu'on doit amener, en fait, dans les nations. C'était pas quelque chose qu'on devait garder pour nous. Et là, franchement, le désir de pouvoir mettre à jour ce projet s'est carrément imposé à moi. Et ce jour-là, c'est là que tu as parlé de IAR, que j'ai découverte la formation IAR, qui signifie de l'idée à la réalisation. Et je me suis Yes. dit, cette formation, c'est la formation qu'il me faut, sachant que j'avais fait tout plein de formations sur la toile. Il y avait toutes sortes de formations qui parlaient de se faire les millions en 2 jours, etc. J'étais chamboulée. C'était franchement un peu la folie dans ma tête. Le flou aussi, parce que je ne savais pas. Je tirais un peu partout. Mais ce jour-là, quand j'ai écouté ton bootcamp, j'ai compris que je devais me focaliser sur ce projet-là parce que c'était le projet qui faisait vraiment battre mon cœur et que si vraiment je, je me concentrais sur ce projet, je pouvais amener ce projet vraiment à aider beaucoup de femmes, ce qui est réellement mon désir. Et donc, c'est ce qui m'a motivée à me former.
Yeah. Oh, great. Bon, les mamans aussi, il faut assister au bootcamp. Quand on lance les bootcamps, il faut venir. Faut venir au bootcamp, même si vos projets sont bizarres, là, faut venir. Parce que j'ai des gens qui me disent: «J'ai pas d'idée, oh, je sais pas sur quoi me lancer, ça fuse dans ma tête». Ouais, on peut partir sur plein d'idées ou bien c'est juste en général, c'est des gens qui ont toujours parfois des brides et ils se disent: «Mais non, je m'en sors déjà avec». Non. Tu sais, tu peux commencer avec une ficelle et après tu te retrouves avec une pergola. Donc vraiment, assister en plus, dans la plupart des cas, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc super, super. OK, tu vas nous parler un tout petit peu d'Afrique Ferti. Qu'est-ce que tu fais dans Afrique Ferti? Parce que je sais qu'il y a des femmes ici peut-être qui nous suivent souvent, de différents pays, l'Afrique, l'Amérique et je crois elles ont un tout petit peu aussi ouais, en tout cas, plusieurs peuvent rencontrer ces problèmes de fertilité et je veux que tu nous expliques vraiment comment Afrique Ferti aujourd'hui se positionne de façon concrète pour les accompagner. En fait, comment est-ce que, elles peuvent entrer en contact avec toi, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui vraiment tu proposes en termes de solutions concrètes pour leur donner la possibilité justement de commencer ce combat-là? Parce que une chose souvent, c'est de savoir qu'on a un problème. Une autre chose, c'est de pouvoir trouver la bonne oreille, la bonne porte à laquelle on va aller frapper, toquer pour avoir au final cette bonne solution qu'on recherche, right? Donc, je veux que peut-être tu nous parles un tout petit peu de ce bébé-là, Afrique Ferti, en nous montrant un peu, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en place pour toutes ces femmes dans le monde entier, parce que l'avantage ici, c'est que, comme je disais à Rennes, toi, tu n'as pas l'obligation, tu as l'obligation de rêver, de rêver là où d'autres ne rêvent pas. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses aller me toucher. Souvent, vous savez, parfois, quand on est en Afrique, parfois, on a juste fait un examen, mais on manque juste parfois, même la personne peut te dire, va faire tel examen, right? Va faire peut-être un examen complémentaire à celui que tu as déjà fait. Peut-être envoie-moi tes dossiers au final, que je puisse voir un spécialiste qui puisse t'aider peut-être à avoir une interprétation ou bien un autre regard, peut-être pour compléter ce que peut-être mon médecin ou bien les gens que j'ai déjà consultés m'ont dit. Et je trouvais juste cette opportunité extraordinaire de se dire, ben, attends, si aujourd'hui une femme peut être en Afrique et peut-être faire des analyses et avoir un avis, l'avis d'un spécialiste dans le monde entier, what's great, what's amazing idea, right? Donc, dis-nous un peu plus sur Afrique Fertile par rapport à ça. Je pense que ça va nous aider à mieux comprendre aussi où est-ce qu'elles peuvent aller toucher cette solution-là du doigt. Mmh. Alors, déjà, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Remporter le combat de la fertilité, d'accord? Dans ce livre, je parle de mon expérience personnelle que j'ai traversée pendant les troubles de la fertilité. Je donne des conseils. Je parle aussi d'histoires de femmes qui ont réussi à sortir de ce combat victorieuse. À part cela, j'offre des services d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent se faire accompagner médicalement. Ce que je fais, c'est déjà de les accompagner dans la constitution de leur dossier, de préparer leur anamnèse correctement, de déjà savoir comment organiser les examens qu'elles ont en leur possession et aussi de leur dire les examens qu'elles peuvent déjà réaliser en attendant d'être en contact avec un spécialiste ou une clinique. Cela leur fait gagner du temps parce que quand elles vont commencer les consultations, elles vont devoir passer par tout ce processus-là. Et donc, je propose aussi de les mettre en contact avec des spécialistes qui pourront ou avec des cliniques selon leurs désirs qui pourront les aider dans leur démarche. Cela est important aujourd'hui parce que étant dans ce domaine, je sais qu'il y a de très bonnes cliniques de fertilité qui aident vraiment des femmes, mais aussi il y a du n'importe quoi sur le marché qui proposent des services, franchement, qui n'ont rien à voir avec des valeurs éthiques humaines. Et donc, pour moi, c'est important de les orienter dans ce sens. Je les aide aussi à trouver des laboratoires où elles peuvent faire leurs analyses. En l'occurrence, ça, c'est surtout pour les patientes ici en Europe, parce que ce sont des examens qu'on ne fait pas facilement partout. Je les aide à trouver des équivalences à leur traitement médical. Parfois, des patientes qui sont en Afrique ne savent pas quel équivalent elles peuvent trouver sur place. Parfois, ça n'existe même pas là-bas et donc je les aide à trouver peut-être quelqu'un, si elles ont de la famille en France, qui peuvent trouver le nom du médicament avec leur ordonnance, attention, avec leur ordonnance, pouvoir trouver leur traitement correctement. C'est un peu ça que, au jour d'aujourd'hui, j'ai mis en place. J'ai accompagné 2 femmes avec lesquelles on m'a mis en contact. Je les ai aidées dans ce sens et je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'il faut implémenter et qui va beaucoup aider les femmes.
Et bientôt, je vais lancer un accompagnement psycho-spirituel qui va être envolé pour les femmes pour savoir comment prier parce que il y a la stérilité parfois est vraiment un sujet spirituel. Savoir comment prier quand il s'agit d'un problème spirituel, savoir aussi comment avoir une sérénité quand il y a un diagnostic de stérilité, comment orienter les femmes vraiment à être zen, à croire et être sûres qu'elles sont des femmes porteuses de vie. Et cela est très important de nos jours. Les femmes, dès qu'il y a un diagnostic de stérilité, perdent totalement confiance en elles, perdent courage, ont peur, pensent que ça ne va pas marcher. Et cet accompagnement-là va vraiment aider les femmes à pouvoir avancer sereinement, à comprendre que quand il y a besoin de se faire accompagner, il faut se faire accompagner. Malheureusement, beaucoup d'entre elles n'ont pas à qui se confier, ne savent même pas à qui en parler parce que c'est un sujet tellement privé et tabou qui donne, les femmes ont honte parfois d'en parler. Et c'est important aussi que ces femmes sachent que ce n'est pas forcément elles le problème, mais parfois c'est le problème du conjoint parce qu'il y a la stérilité masculine aussi à contempler dans le couple. Et donc, cet accompagnement va les aider à savoir un peu peser le pour et le contre et aller vers une solution possible pour elles. Oh, super. Donc, tu peux les prendre en couple et tu peux les prendre en single, right? Oui, dépendamment de l'ouverture du couple, de la personne, déjà, d'abord c'est la femme, et après, si elle peut réussir à convaincre son conjoint qu'ils ont tous les deux besoin d'affronter ce problème, parce que la stérilité, on pense toujours que c'est une question de la femme, mais non. Malheureusement, il y a la stérilité féminine, il y a la stérilité masculine, il y a Mhm. la stérilité mixte, pour ne pas parler de la stérilité inconnue, d'origine inconnue. C'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que ça concerne que les femmes, d'ailleurs. Et parfois, on exclut quasiment les hommes de l'équation, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que ça peut concerner effectivement les deux personnes. Est-ce que tu fais des rendez-vous découvertes, d'accord? Je veux dire, parce que je sais que très souvent, comme c'est un sujet hyper sensible, right? Peut-être la personne a déjà besoin dans un premier temps que tu comprennes peut-être le cadre, ce par quoi elle traverse. Est-ce que tu fais des rendez-vous découvertes aujourd'hui pour donner la possibilité aux personnes de pouvoir au moins échanger avec toi pour pouvoir déjà comprendre ou bien au moins poser le cadre avant de pouvoir derrière travailler ou pas ensemble? Est-ce que c'est des solutions qu'aujourd'hui, toi, tu proposes de pouvoir... Alors, Oui, vas-y. c'est prévu dans l'accompagnement psycho-spirituel que je vais lancer, des rendez-vous découvertes, déjà pour comprendre quel est le besoin spécifique de la femme ou du couple qui va Mhm, entrer en contact avec moi. Et en fonction de cela, je vais proposer déjà un accompagnement et si elle est d'accord, c'est là qu'on parlera de la suite. Mais surtout, j'aime déjà parler avec les femmes au début. Franchement, sans souci d'engagement, sans souci de tarif, parler déjà avec les femmes. Parce que c'est important déjà pour moi que la femme se sente à l'aise, qu'elle sente qu'elle peut compter sur quelqu'un qui n'est pas là juste pour lui soutirer de l'argent. Les questions de stérilité, malheureusement, sont des questions qui affectent énormément psychologiquement et donc, c'est pas vraiment l'argent à mettre en avant dans ce genre de situation. Pour moi, c'est un appel, pour moi, c'est vraiment un appel de cœur, c'est un désir de mon cœur. Donc, oui, je propose des rendez-vous découvertes. Vraiment, je me fixe même pas de temps pour le moment. Après, on verra. Mais tant que c'est possible pour moi, les rendez-vous, on pourrait vraiment parler de tous les sujets possibles. ok, super. Donc, vraiment, les dames, si vous connaissez des personnes dans votre entourage, je pense que quand Rennes lancera ce fameux programme, je le partagerai sur ma page. Vraiment, si vous connaissez des personnes qui sont, comme elle a dit, à partir de 1 an, si tu as essayé, ça fait déjà plus d'1 an que tu essayes, c'est une bonne opportunité, je pense, au moins de pouvoir être situé, right? Et je crois que vu le panel qu'elle a en termes d'examen, de clinique, de laboratoire, honnêtement, je pense que ça vaut le coup au moins de la rencontrer pour pouvoir, ou en tout cas d'entrer en contact avec elle pour au moins déjà discuter
et même déjà voir qu'est-ce que je peux même déjà commencer à corriger, right? Qu'est-ce que je peux déjà commencer à mettre en place avant de peut-être commencer ce parcours. Si ça se trouve, il y a juste peut-être besoin de modifier deux, trois choses et puis ce sera fait, quoi. Donc, vraiment, je vous encourage, en tout cas, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui passe par ces challenges-là, qui vit ces difficultés, n'hésitez pas à lui prendre rendez-vous découverte sur la page de Rennes. Je vais mettre le lien. C'est Afrique Fertile. Donc, vraiment, prenez le temps d'aller faire un tour sur cette page, d'aller découvrir. En fait, je crois qu'elle est sur TikTok aussi. Vous allez juste pouvoir vous régaler. Donc, OK, super. Je vais revenir en fait un tout petit peu sur ton projet pour te demander en fait comment est-ce que IAR t'a aidé toi à structurer ton projet, right? C'est vrai qu'il y avait déjà cette idée, c'est vrai qu'il y avait les challenges d'organisation, mais concrètement, en fait, quel est le plus au niveau de la structure qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis plus confiante, je suis plus sereine de me lancer dans ce projet. J'arrive à avoir une ligne directive parce que la plupart des porteurs de projets, quand ils arrivent, souvent, il n'y a ni tête ni queue et ils ne savent pas où mettre le pied, en fait. Et comment est-ce que ça t'a aidé justement, tu vois, à pouvoir poser chaque jalon, à y voir clair, quels ont été peut-être les facteurs déclencheurs? Je sais que tu étais tout le temps dans mon inbox, mais ça, c'est une autre tasse. Mais voilà, vraiment, comment est-ce que ça a pu débloquer ce palier organisationnel de se dire, c'est plus le fouillis. Maintenant, je sais par où je vais commencer, je sais où je vais. Et I can follow the plan, right? Je peux suivre le plan sereinement et aller step by step, quoi. Alors, il faut dire que dans IAR, on nous forme vraiment dans plusieurs domaines, Et donc, quand je suis arrivée à IAR, c'est la première chose que j'ai gagnée, c'est en clarté. Déjà, avoir de la clarté par rapport à mon projet. Quand je suis arrivée, pour moi, c'était vraiment toucher les quelques femmes à côté de moi, des amis et tout ça. Et hier, avec la formation, j'ai appris à voir grand, à pouvoir toucher les nations, à vraiment à rêver grand, à savoir qu'avec mon projet, je pouvais atteindre une femme partout dans le monde. Après ça, j'ai appris à me faire accompagner. Vraiment, j'ai gagné dans ça. Quand je suis arrivée à IAR, je pensais que je savais tout. En fait, je ne savais absolument rien. Je ne savais pas faire de visuel toute seule. Je ne savais pas créer les pages. Je ne savais pas faire les montages vidéo sur Canva, sur les applications. Je ne savais rien de tout ça. Et dans IAR, j'ai appris à faire mes propres visuels. J'ai appris à faire mes montages vidéo. J'ai appris à faire ma comptabilité. J'ai appris à m'organiser. Et j'ai appris surtout à poser les jalons, à dire aujourd'hui je fais ça, c'est ça la prochaine étape, demain c'est ça Yes. l'étape à faire. En fait, pour moi, c'était clair quel était le chemin à suivre jusqu'à monter le projet. Là maintenant, pour moi, en fait, un business plan, je n'avais jamais fait de business plan dans ma vie. Tata Amélie nous a fait accoucher des business plans en l'espace d'un mois. C'était genre incroyable. Pour moi, vraiment, j'ai tout appris à IAR. Un autre volet qui m'a béni, c'est les bases spirituelles solides à poser. Waouh! Les mamans, je ne sais pas si quelqu'un est porteur d'un projet ici, mais essayez de vous renseigner par rapport à IAR. Parce que vraiment, ce qu'on apprend à IAR, moi, en fait, je ne savais pas prier. Tata Amélie te parle en fait de l'importance de savoir comment prier, de poser les jalons spirituels, de savoir comment se positionner. Elle te parle des problèmes, des challenges en tant qu'entrepreneur. Elle te mène comment supérer les défis, à ne pas t'arrêter, à ne pas te bloquer. J'ai perdu la peur de me lancer. En fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivée à IAR que j'avais peur de me lancer. Et franchement, là, pour moi, la peur, franchement, je dirais pas qu'elle n'existe pas, mais voilà quoi, je l'ignore. C'est plus un challenge pour moi. Donc, j'ai gagné en assurance. La formation m'a aidé à gagner en assurance, à aller chercher l'information. Une chose vraiment cruciale que moi personnellement j'ai appris à IAR, c'est qu'un porteur de projet doit se former. C'est important de se bâtir soi-même avant de vouloir aller donner aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, dans IAR, on va apprendre
à chercher l'information, à se former, à chercher la sagesse dont on a besoin vraiment pour pouvoir structurer le projet correctement. Et à la sortie, j'ai pas encore fini avec la formation, hein, je reviens chaque fois en fonction, en fonction du besoin du moment, parce que comme j'ai dit, on est formé dans tous les domaines possibles. Et donc, en fonction du besoin du moment, je retourne dans la formation. Mais vraiment, pour moi, c'est une formation pour la vie. Et un Oh, suivi pour la vie, ce que Tata Ludmilla disait. thank you, Ren. En tout cas, parfois, quand j'ai des personnes qui me disent, je veux me lancer, j'ai fait ceci, parfois la personne te dit, oui, je veux faire le million. C'est pas mauvais, right? Mais j'ai juste envie de dire, oh my God, qui va expliquer à cette personne que c'est le trajet, c'est le parcours qui est important. Ce n'est pas, ce n'est pas te focaliser sur ce que tu vas avoir, en fait. C'est vraiment le parcours de construction que j'ai qui me permet de regarder ça et de dire, je vais l'atteindre. C'est pas juste, je veux à tout prix un résultat pour lequel je ne suis pas équipée, je ne suis pas préparée et qui va me causer tous les tourments après, right? Comme je dis Mm. toujours, quand tu as une recette, quand tu fais un gâteau, c'est tellement plus simple de savoir que, OK, même si mon gâteau n'a pas réussi, mais j'ai la recette que je peux améliorer, au lieu d'essayer de faire tout et n'importe quoi. Et puis, à la fin de la journée, tu es rempli de frustration. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je mettrai le lien des plateformes des filles. N'hésitez pas vraiment à aller prendre rendez-vous, à découvrir. Je vais peut-être te laisser parler un tout petit peu du livre aussi, parce que je crois que c'était un peu le fruit déclencheur aussi. Peut-être tu nous donneras quelques parties qui vont nous encourager à courir, à la jeter. Mais je vais dire à une femme ici, si aujourd'hui tu te dis que j'ai vraiment besoin de prendre le temps de comprendre certaines choses, même déjà moi-même, prends le temps au moins de te procurer ce livre, d'accord? Il est disponible aujourd'hui au Cameroun, au Sénégal, je pense. Je te laisserai en tout cas parler un tout petit peu pour atterrir. Mais je veux vraiment que tu puisses déjà aller t'acquérir. Je crois qu'il coûte peut-être, c'est quoi, c'est 10 euros, 12 euros, je sais pas. Prends le temps de vraiment déjà t'asseoir et lire et de comprendre. Je pense que déjà, toi-même, en lisant, tu vas pouvoir débloquer déjà certaines choses et puis prends rendez-vous avec elle, discute avec elle, right? Afrique Fertile, comme ça se dit, c'est vraiment, moi je lui ai dit, toi tu dois parcourir l'Afrique en fait, parce qu'aujourd'hui quand je regarde le marché africain en termes de stérilité, c'est un grand tabou et ça manque cruellement en tout cas de solutions concrètes et pourtant, parfois, on n'a pas toujours besoin, d'accord, de vivre autant d'années, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, je suis vraiment honorée de voir des personnes qui se lèvent, qui se disent, je vais être cette voix-là qui va aller dire à une femme dans les quatre coins du monde, c'est possible, en fait, que tu renoues avec la fertilité. C'est possible de rêver encore. C'est pas parce qu'on t'a qualifié de stérile, on t'a mis dans un plateau, on t'a appelé stérile, que ça veut dire que ce rêve-là, tu vas l'enterrer. Non. Aujourd'hui, je suis la voix sur laquelle tu peux compter pour t'aider à mener ce combat-là. Et c'est tellement important parce que parfois, en Afrique, c'est tellement compliqué parfois d'en parler et de trouver même du soutien. Souvent, c'est beaucoup plus des reproches, c'est beaucoup plus des critiques. On est beaucoup pointé du doigt, mais il n'y a pas vraiment de solution concrète, durable, qui se dit, je vais me lever pour mener ce combat avec toi. Et moi, je suis vraiment fière de voir ces jeunes femmes-là, hein, Rentom, tu connais, et je crois que ça, c'est un projet pour les nations. Je le crois fermement. Je crois que le monde entendra parler de ce projet et je crois que beaucoup, en tout cas, seront bénis dans les quatre coins du monde, de là où tu es, là, je crois elles vont venir et j'y crois tellement fort que même si tu n'y crois pas, moi, j'y crois pour toi. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que ça va se passer. Elles viendront parce que il y en a marre. Non, mais c'est vrai, il y en a marre de ne pas pouvoir avoir un examen, une consultation, un avis alors que c'est possible au 21e siècle, right? C'est tellement possible. Donc, moi, je rêve en tout cas de voir ces femmes-là pouvoir bousculer ces codes-là et se dire, je vais chercher la solution, en fait. Il y a une solution pour moi. C'est possible d'y croire. En tout cas, tant que je suis vivante, je mets les tripes et j'y crois. Et vraiment, je suis fière de voir qu'il y en a qui se lèvent pour dire ce combat-là, parce que je suis passée par là. Je veux aussi le porter pour d'autres. Je veux accompagner d'autres. Je veux être la voix de celles qui peut-être n'ont pas eu le courage de se lever jusque-là. Et moi, je prie qu'à travers ta vie, plusieurs autres femmes se lèvent et que vraiment tu sois un modèle pour les challenger, pour qu'elles puissent se lever elles aussi, pour que ce combat-là puisse, dans tous les quatre coins de la terre, vraiment être mené dignement. Donc, je te laisse parler de ton livre et après, on va conclure notre live. Je sais que là, j'ai parlé pour toi. Hein? En fait, tu as déjà tout dit. Je n'ai rien à rajouter pratiquement. Simplement dire que ce livre, c'est le livre qui parle de mon expérience actuellement. Je sais que peut-être que je devrais allumer la lumière. Le livre s'appelle
remporter le combat de la fertilité. Voilà. Dans ce livre, je parle de mon expérience, mais dans ce livre, une femme qui passe par les problèmes, les difficultés de fertilité se sentira accompagnée, saura qu'elle n'est pas seule, que dans le monde, il y a d'autres femmes qui mènent ce combat comme elle et qui réussissent à en sortir. Dans ce livre, je parle de la foi en Dieu, de s'accrocher à la foi en Dieu, même si on se tourne vers les solutions médicales, parce que la base, c'est la foi en Dieu. C'est croire que nous sommes toutes porteuses de vie et que quand Dieu nous a créés, il nous a donné, il nous a équipés en tant que femmes de la vie, de porter la vie et aussi de donner la vie. Et donc, dans ce livre, vous allez gagner cette assurance. Mais en plus de ça, je vous encourage à aller chercher une solution. Mes sœurs, ça ne sert à rien de dire, oui, j'ai la foi, je laisse le hasard faire les choses. Même quand on a la foi, il faut combiner les solutions que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir sortir de ces difficultés. La science, c'est la réponse à Dieu, c'est la réponse de Dieu à la stérilité de nos jours. La science est énormément avancée. C'est vrai, il faut être armé de beaucoup de valeurs et de principes quand on se tourne vers la reproduction assistée, mais cherchez une solution. Allez chercher l'opinion d'un spécialiste et savoir simplement ce qui se passe. Savoir si le problème, c'est vous. Savoir si le problème, c'est votre conjoint. Savoir ce que vous devez faire, si vous pouvez avoir un espoir. Et même les jeunes filles, en fait. Je parle de tous les traitements dans ce livre, de tous les traitements disponibles scientifiquement. Même les jeunes filles qui ne sont pas encore prêtes. Par exemple, j'ai eu le cas d'une athlète. Cette athlète, elle est très jeune, elle a 25 ans, mais elle a une carrière professionnelle vraiment très avancée. Elle n'est pas prête pour être mère actuellement. Ce qu'elle a fait, c'est venir préserver ce qu'on appelle faire la préservation de fertilité. C'est venir faire congeler ses ovocytes dans le but d'être mère peut-être dans plusieurs années. Cela vous évitera de passer par le don d'ovocytes, qui est la solution que la science offre aux mères, aux femmes qui veulent être mères à partir de 40 ans. Accepter le don d'ovocytes de nos jours n'est pas facile selon les valeurs de chacun. Et donc, peut-être passer par cette solution-là peut vous éviter d'affronter ce genre de décision. Dans ce livre, je vous parle de tout ça. Je vous oriente vers les cliniques. Je vous parle des cliniques et où trouver de bonnes cliniques. Je ne donne pas de nom spécialement, mais avec les informations que je donne dans ce livre, on saura où aller chercher l'information. J'encourage vraiment les mamans à prendre ce livre, à les lire et à les partager avec une sœur, une cousine, une amie partout dans le monde qui vit peut-être ces difficultés. Voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est disponible au Sénégal, au Cameroun et bientôt en version audio. Voilà. Merci beaucoup pour les conseils. Les mamans, Tata Noël disait tout à l'heure qu'elle est intéressée pour les conseils. Peut-être on va clôturer par là. Si j'ai un ado, d'accord, comment préparer mon ado peut-être à aller à une visite chez un gynécologue, aller dans une clinique. C'est vrai que en tant qu'ado, c'est pas toujours fun. Peut-être on va clôturer par là, vu que je crois que j'ai vu ce commentaire là passer. Et après, je vais te laisser faire le mot de la fin et on va déclarer qu'on est béni comme à l'accoutumée et on va se séparer. Right? Amen. Alors, il faut expliquer aux ados que la santé gynécologique et urologique, c'est très important. C'est très important étant donné que ça peut peut-être conditionner, si on n'en prend pas soin, la fertilité un jour. Si on a l'intention un jour d'être parent, ce sont des choses comme nous, en tant qu'adultes, on devrait aller faire des check-ups médicaux tous les jours. On prend soin de notre corps. Et donc, la santé gynécologique, c'est une partie de notre corps dont on doit prendre soin. Simplement, c'est expliquer à son ado qu'on va aller faire une visite de routine qui va nous aider à prendre soin de notre corps, de notre santé gynécologique, surtout pour les femmes. Les gynécologues ils vont leur donner des conseils par rapport au mode de vie, à la nourriture, à éviter le tabagisme, à éviter l'alcool, à éviter ce genre de choses, des toxiques, éviter la drogue, parce que tout ça, ce sont des choses qui affectent à la fertilité. Et quand on commence à aller voir les gynécologues, ils nous parlent de tout ça. C'est pas forcément qu'on va leur faire mal. Il y a des échographies abdominales qu'on peut faire. C'est pas obligé de faire une échographie transvaginale à une fille qui est encore vierge. Et donc, elle n'a pas à avoir peur. C'est une échographie qu'on va lui faire sur le ventre, en fait, simplement sur le ventre,
pour voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est aussi faire des prises de sang, simplement, pour voir, pour éviter les infections. En cas d'infection, pouvoir traiter, prendre des antibiotiques, traiter les infections, parce que les infections sont à l'origine des trompes bouchées, à l'origine des myomes. Alors, on va leur dire aussi peut-être qu'elles devraient arrêter ou éviter d'utiliser les défrisages chimiques. Les défrisages chimiques, on dit que ça affecte directement, ça amène les myomes. Moi, à la clinique, les femmes les plus affectées par les myomes, ce sont les femmes africaines. C'est-à-dire que dès qu'on parle de myomes, on sait que ce sont les patientes africaines qui sont affectées le plus par les myomes. Oh, Pourquoi? wow. Parce que c'est le mode de vie en Afrique. Il faut faire très attention avec ça. Et donc, aller visiter une gynécologue, expliquer à l'enfant cela, que ce n'est rien d'autre. Elle va aller avec sa maman. Sa maman va la laisser peut-être avec le gynécologue, discuter comme une amie, comme une grande, va lui donner des conseils, rien de l'autre monde en fait. Elle va ressortir de là et voir comment se comporter. Voilà. Là, tu viens de m'apprendre que le défrisage pouvait donner des myomes. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui souffrent de ça et on ne comprend pas vraiment toujours l'origine. Waouh! Il y Dis-moi a un peu en des termes études alimentaires, quels sont les aliments sur lesquels on doit faire attention? Parce que c'est vrai que tu es revenu beaucoup sur l'alimentation. Et comme on a parlé alimentation la semaine dernière, je crois qu'on va remettre une couche ici avant de clôturer. C'est comme ce que Totalin Mila disait l'autre jour dans son live, éviter les viandes, certains types de viandes. Il y a des viandes, on leur injecte des oestrogènes pour pouvoir les conserver d'une certaine manière, ou au poulet pour que les poulets puissent grandir vite, puissent prendre de la taille vite fait, pour pouvoir vendre des poulets de taille. Ce sont des choses qui affectent parfois à la consommation, à l'alimentation des enfants. Je connais quelqu'un, sa fille à 8 ans a commencé à avoir des dérèglements hormonaux à cause de à 8 ans en fait. Elle commence déjà à avoir des règles à 8 ans. C'est beaucoup trop tôt. Et le gynécologue lui disait que ça provient des aliments. Les surgelés qu'on utilise, il faut faire très attention. Il faut essayer les fruits et légumes, bien les laver avant de manger à cause des pesticides. Ce sont des choses qui amènent des dérèglements parfois thyroïdiens. Les thyroïdes, il faut en prendre très soin parce que ce sont des choses qui sont aussi à l'origine des problèmes de fertilité. Quand on est entre les mains d'un spécialiste, ce sont des choses qu'on met sur la table et qu'il faut pouvoir gérer pour pouvoir assurer une procréation. Et donc, tout ça, ce sont des choses à éviter. Les aliments, surtout, essayer de manger des aliments que l'on consomme, que l'on cuisine, nous, à la maison. Ne pas acheter les aliments pré-cuits ou déjà cuits en grande surface. En tout cas, les éviter au maximum. Privilégier les viandes blanches aux viandes rouges. Voilà. Maintenant que tu en parles, ça me fait penser que j'ai quelqu'un dans ma famille, en fait, qui souffrait de la thyroïde et qui avait justement du mal pendant plusieurs années à pouvoir tomber enceinte. Et dès qu'elle a vraiment changé, je pense peut-être sur 1 ou 2 ans, son mode alimentaire, vraiment, elle est tombée enceinte. Coup sur coup, elle a fait des grossesses coup sur coup. Et vraiment, elle a radicalement, mais quand on dit radicalement, c'est vraiment retirer tout ce qui était vraiment industriel, transformé, viande maximum. Vraiment, elle a switché de mode. Et maintenant, quand tu parles, c'est là où je fais le parallèle. Je me dis, mais en fait, parfois on se dit c'est le miracle, mais en fait, oui, mais il y a eu quand même une correction, un ajustement au niveau de l'alimentation, parce que je me rappelle à cette époque, la personne avait retiré et le lait, tout ce qui était gluten, elle avait vraiment fait le ménage total. Et moins de, je pense, 2 ou 3 ans après, elle avait réussi à tomber enceinte alors qu'on parlait de pouvoir faire des opérations, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais naturellement, coup sur coup, elle est tombée enceinte derrière. Hmm. Waouh! L'obésité est cause de stérilité de nos jours. Il y a des études qui commencent à sortir, qui sont en train de démontrer que l'obésité est cause de stérilité. Donc, qu'est-ce qui amène l'obésité? En général, c'est le mode de vie, c'est la mauvaise alimentation. Donc, essayer de gérer tous ces aspects. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais je pense qu'on passera la nuit ici. Donc, venez dans les accompagnements, on en parlera. Donc, allez rejoindre Rennes, allez rejoindre Lutmila, d'accord? Inscrivez-vous en tout cas sur leur programme découvert. Prenez le temps vraiment d'aller découvrir leur page, ce qu'elles font et de les contacter si besoin, right? En tout cas, tant qu'on a l'information, on a le temps de s'ajuster. Ici, on est à l'école, tout le monde apprend, right? Moi inclus, moi j'apprends aussi et ça me permet de grandir aussi et de corriger les dysfonctionnements aussi avec lesquels moi aussi j'ai grandi, right? Donc, vraiment,